Parfait, ben merci. Bonjour, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de voir tous ces visages, même si à distance. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Isabelle Orellana. Je suis directrice du Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. Puis c'est de l'Université du Québec à Montréal et du territoire traditionnel de la nation ghanéenne Jaha. Et au nom de l'équipe de notre centre de recherche, que je vous souhaite une très chaleureuse bienvenue à cette conversation intitulée Les pédagogies critiques en éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, plus que jamais pertinente, exclamation, interrogation, qui sera introduite et animée par notre cher collègue Gina Tézé, qui est professeur au département de didactique de l'UQAM, membre chercheur régulière de notre centre de recherche et co-titulaire de la chaire UNESCO démocratie citoyenne mondiale et éducation transformatoire. Puis nous avons aujourd'hui nos deux invités spéciaux que j'accueille avec plaisir, donc Madame Irénée Pereira et Monsieur Benoît Ureli. Et René Pereira est diplômé en philosophie et il est habilité à diriger des recherches en sociologie. Elle est maîtresse des conférences à l'Université de Paris 8, chercheur au laboratoire Experis, et elle est cofondatrice d'IRESMO, un organisme de recherche et formation sur les mouvements sociaux, et auteur de plusieurs ouvrages sur le militantisme, la sociologie du travail, la philosophie de l'éducation, encore l'éthique professionnelle. Elle est spécialiste de pédagogie critique dans la lignée de Paulo Freire. Elle a ainsi écrit et coordonné plusieurs ouvrages sur ces sujets. Paulo Freire, pédagogue des opprimés, paru en 2017. Philosophie critique en éducation, paru en 2018. L'anthologie internationale de pédagogie critique en 2019. Elle est aussi cofondatrice de l'Institut Bell Hooks Paulo Freire, dont elle a entre autres réalisé la chaîne vidéo. Aussi, elle est cofondatrice des cahiers de pédagogie radicale et initiatrice du réseau Les pédagogies radicales. Elle est représentante pour la France du Conseil mondial des instituts Paulo Freire. Elle a conçu et réalisé plusieurs formations sur les pédagogies critiques, entre autres sur support numérique, dont les sites internet Pédagogie Antidiscrimination. Notre autre invité, Benoît Ureli, est docteur de l'École normale supérieure de Lyon et maître de conférences à l'Université de Lyon. Il étudie les traitements médiatiques et didactiques des questions politiquement vives en éducation et en formation et les implications pour l'éducation à la citoyenneté scientifique et la formation des enseignants et enseignantes des sciences. Il développe une approche sociodidactique et communicationnelle pour appréhender la diversité des modèles d'éducation et de communication à propos des questions d'évolution climatique, d'évolution humaine et de développement durable. Actuellement, il s'intéresse aux questions d'éducation à l'état d'esprit scientifique et aux médias en contexte laïque. Il est habilité à diriger des recherches et il s'intéresse aux défis des postures épistémologiques, mais aussi des postures visant l'engagement critique des éducateurs et des éducatrices et de leur public pour une éducation à visée émancipatrice. Je laisserai maintenant la parole à Gina Tézé qui va introduire et animer cette conversation. Merci. Merci Isabelle. Bonjour. Kwei à toutes et à tous. Et merci infiniment au Centraire d'avoir eu l'idée d'organiser cette conversation. Hein. Ce n'est pas une présentation, c'est bien une conversation autour des pédagogies critiques, de la pertinence des pédagogies critiques en éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. Et bien sûr, merci de m'avoir associée à ce beau moment en tant qu'animatrice. D'accord? La parole sera vraiment à nos deux invités, Irène Pereira et Benoît Ureli. Et Irène et Benoît, je vous remercie infiniment de cette conversation que nous allons avoir, mais que nous avons débuté lors de nos échanges précédents. Et je vous assure qu'ils sont tous les deux passionnés par le sujet. Et donc, j'espère de tout cœur que vous apprécierez ce beau moment de conversation entre nous.
Alors, permettez-moi un court, j'espère, bref, une brève mise en contexte de cette conversation. Je pourrais dire, qui dit pédagogie critique se réfère d'emblée à Paulo Freire, non? Le penseur de l'éducation, ce penseur brésilien qui aurait célébré son 100e anniversaire le 19 septembre 2021 dernier. Donc, en ce sens, il aurait eu 101 ans cette année. Son livre « Pédagogie des opprimés », dont l'édition initiale en portugais a 54 ans cette année, constitue en quelque sorte l'acte de naissance de la pédagogie critique, du champ de la pédagogie critique. Et bien que l'appellation pédagogie critique ne soit pas de Paulo Freire lui-même, mais soit plutôt du penseur en éducation états-unien Henri Giraud, l'un de ses plus proches collaborateurs. Alors, pédagogie critique, vous le verrez, vous l'avez vu donc au pluriel, pourquoi pas la pédagogie critique, les pédagogies critiques, bien sûr que ce sont deux concepts différents au pluriel, mais nous avons tout de suite voulu être inclusifs, ce qui veut dire en tenant compte aussi des divers courants qui traversent le grand champ de la pédagogie critique. Nous avons aussi voulu tenir compte des diverses voix qui s'élèvent de plus en plus et qui s'inscrivent justement dans le champ théorique, conceptuel, dans la pensée, en continuité avec la pensée de Paulo Freire, mais des nombreux pédagogues critiques qui l'ont suivi. Et donc, champ inspirant, fertile, mais qui a reçu et qui reçoit encore d'âpres critiques, et notamment au Brésil même, hein, la patrie de Paulo Freire, des critiques, d'âpres critiques aujourd'hui même, mais aussi ailleurs dans le monde. J'ai noté 5 ordres de critiques, on pourrait dire, que j'aimerais partager avec vous. Alors, des critiques d'ordre, je dirais, géopolitique. Hein, la pédagogie critique. Il s'agit d'une pensée éducative venue du Sud. Alors, en quoi donc est-elle pertinente au Nord? Hein, vous savez, ce qui vient du Nord est pertinent au Sud, mais la réciproque ne semble pas vraie. Deuxième ordre, ordre générationnel. La pédagogie critique, il s'agirait d'une pensée marxiste dépassée qui ne prend pas en compte les questions sociales vives contemporaines telles qu'elles sont portées par des mouvements sociaux d'aujourd'hui, tels les féminismes, les antiracismes, les environnementalismes, les mouvements sociaux queer, les décolonialismes, etc. Un troisième ordre, l'ordre social. Il s'agirait d'une pensée éducative issue et restreinte au seul secteur de l'éducation des adultes et donc non pertinente dans d'autres secteurs. Un quatrième ordre, l'ordre épistémologique. Il s'agirait d'une méthode éducative qui ne peut en rien se prétendre une pensée ou une philosophie éducative. Un dernier ordre, ici, d'ordre aussi épistémologique, mais je pourrais dire ici presque colonial en fait. Il s'agirait, selon des rationalistes, d'une idéologie dangereuse, hein, qui se méprend sur l'éducation et qui menace la transmission des vrais savoirs, des véritables savoirs. Pourtant, ce même champ tant critiqué a donné lieu à toute une famille de perspectives sociocritiques, notamment les féminismes. Pensons à l'afrominisme avec Bell Hooks, justement, dont l'Institut à Paris, justement, célèbre cette parenté de pensée avec Paulo Freire, mais aussi les antiracismes, les décolonialismes et, bien sûr, notre champ, le champ de l'éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. Justement, le Centraire, sous l'égide de sa fondatrice, la professeure émérite Lucie Sauvé, en une longue et fertile collaboration avec sa directrice actuelle, la professeure Isabelle Orellana, inscrivent les pédagogies critiques dans le cadre théorique et conceptuel des travaux du Centraire, des collaborations et activités de recherche, de formation et autres. D'où l'idée pour nous de se questionner aujourd'hui sur la pertinence des pédagogies critiques en éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, puisqu'on se trouve devant ce paradoxe d'âpres critiques qui remettent en question la pertinence des pédagogies critiques et en même temps un foisonnement de champs, de mouvements sociaux qui se réclament des pédagogies critiques aujourd'hui même.
Alors que je pense que nos deux invités, Irène Pereira et Benoît Urgeli, justement, se proposent de problématiser pour nous cette articulation des pédagogies critiques et de l'éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. Vous l'aurez compris, les deux points à la fin du titre, point d'interrogation et point d'exclamation, veulent exprimer justement cette posture critique et aussi nuancée que nous souhaitons à la conversation. Et c'est justement ce que Irène et Benoît ont d'emblée commencé à faire. Et comme y tiennent Lucie Sauvé et Isabelle Orellana, l'exigence de criticité suppose que les pédagogues critiques soient vigilantes et soient critiques envers leur propre posture de recherche, en tenant compte, bien sûr, des dimensions politiques, éthiques et heuristiques du grand champ de l'éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. Alors, donc, voilà pour ma mise en contexte. Sans plus tarder, je pense que nous allons nous mettre à l'écoute de nos deux invités. Et donc, Irène et Benoît, sans plus tarder, je me dis, dans ce contexte-là, je vais vous poser donc cette question assez large de manière à ce que vous puissiez justement exprimer vos critiques, vos doléances et vos arguments aussi. Dans ce contexte que je viens d'illustrer, quelle est votre vision des pédagogies critiques aujourd'hui? Nous allons débuter avec vous, Irène, inscrite justement bien campée en philosophie et en sociologie pour aborder les pédagogies critiques. Et ensuite, Benoît, on vous écoutera faire de même à partir de votre propre posture en ce qui concerne l'éducation au politique et le politique en éducation et aussi les questions de controverse, les questions sociales vives, notamment en sciences de l'éducation, qui nous invitent aussi à une posture sociocritique face aux sciences également. Donc, Irène, on vous écoute. Bien, merci beaucoup pour cette invitation et pour me donner l'occasion de pouvoir échanger avec vous autour des pédagogies critiques et de l'éducation relative à l'environnement. Je vais peut-être commencer par rapport aux 5 points que vous avez mentionnés, Gina. Donc, qui renvoie à des débats divers, mais je souhaiterais, en guise d'introduction, peut-être y répondre quand même, parce que ce serait quand même bizarre de ne pas le faire. Alors, d'abord, il y a la question de l'idéologie et de l'accusation d'être un courant idéologiquement dangereux. Alors, cette théorie, on la trouve en particulier au Brésil, sous le... Voilà, c'est une affirmation de l'extrême droite brésilienne, et en particulier d'un mouvement qui s'appelle l'École sans parti, qui accuse la pédagogie critique d'endoctrinement marxiste. Il faut voir aussi que ce mouvement a aussi une autre cible, ce sont les études de genre. Et ça donne lieu d'ailleurs à un autre terme. Alors, comme les opposants aux études de genre parlent de théorie du genre, ils parlent, pour ce qui est de l'endoctrinement marxiste, de marxisme culturel, qui, dans ce sens-là, désigne une espèce de théorie complotiste de prise de pouvoir par une idéologie néo-marxiste. Alors, je pense que le point qu'il faut souligner, c'est qu'il y a un lien entre les attaques que subit Paulo Freire et les attaques que subissent les courants critiques par des forces réactionnaires. Je citais le cas des études de genre, mais on pourrait parler dans la même lignée des études sur l'intersectionnalité, sur le racisme, etc., qui sont des études qui s'appuient sur des recherches empiriques en sciences sociales, en particulier en sociologie, et qui, de ce point de vue-là, ne sont pas des simples idéologies politiques. Il ne s'agit pas d'opinion politique. C'est comme de qualifier, en gros, les revendications féministes uniquement
d'idéologie politique dans la mesure où elle s'appuie bien souvent sur des études en sociologie. Donc là, c'est la même chose, c'est-à-dire que ce qui me semble distinguer la pédagogie critique d'une simple idéologie politique au sein de l'école, c'est qu'il s'agit de s'appuyer sur des études en sciences sociales, entre autres en sociologie, des études empiriques. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'inégalité de genre, d'inégalité sociale, etc., ça s'appuie sur des données empiriques et pas seulement sur de simples opinions. Un deuxième point que vous avez soulevé, c'est la question du fait que ce serait une méthode. Alors, bon, ça, c'est vraiment un point sur lequel j'ai écrit, parce que lorsqu'on lit l'ouvrage de Paulo Freire, ce n'est absolument pas Paulo Freire qui a qualifié sa pédagogie de méthode. Il y a des personnes, effectivement, qui se sont réclamées de Paulo Freire et qui ont parlé d'une méthode. Il y a bien une méthode d'alphabétisation mise en place par Paulo Freire, mais Paulo Freire a parlé plutôt concernant sa pédagogie. Bon, déjà, lui-même, de formation, il est philosophe de l'éducation, il a fait sa thèse en philosophie de l'éducation, mais en fait, il parle d'éthique. Hein, il explique en fait que sa pensée, d'ailleurs, si vous lisez Pédagogie de l'autonomie, qui est un peu son testament intellectuel, le dernier ouvrage qu'il a publié de son vivant, le terme que vous allez trouver le plus souvent, c'est celui d'éthique, et vous ne trouvez absolument pas de méthode dans cet ouvrage, au sens où la méthode serait un ensemble de process techniques qui auraient une certaine unité. Alors, autre élément, ce serait une pédagogie qui s'intéresserait uniquement à l'éducation des adultes. Alors, bon, comme on l'a vu, comme vous l'avez signalé, il y a différents courants au sein des pédagogies critiques, mais surtout, la restriction à l'éducation des adultes est d'autant plus fausse, même si l'on prend le cas de Paulo Freire, puisque Paulo Freire, déjà, bon, il a commencé effectivement dans l'alphabétisation des adultes, donc ça c'est vrai, mais par la suite, il a enseigné aussi dans le supérieur, dans l'université, donc il a eu une influence sur la pédagogie universitaire, et aussi à partir de 1989, entre 1989 et 1991, il réorganise l'enseignement primaire de l'État de São Paulo, et de ce point de vue-là au Brésil, et de ce point de vue-là, il est aussi intervenu en fait sur l'enseignement primaire. Donc, ce n'est pas non plus factuellement, hein, il est faux de dire que c'est uniquement une approche qui s'intéresse à l'éducation des adultes. D'un point de vue idéologique, est-ce que effectivement Paulo Freire est un penseur inspiré par le marxisme? Oui, c'est vrai, mais pas uniquement, puisque dans ses œuvres, il cite des penseurs antiracistes, comme par exemple Frantz Fanon, et anticoloniaux, hein, c'est surtout l'anticolonialisme. Et c'est un grand admirateur d'Amilcar Cabral, par exemple, qui était un leader anticolonialiste de la Guinée-Bissau. Et donc, il est donc déjà, voilà, cette identification, oui, c'est un marxisme, et un marxisme hétérodoxe. Et alors, il faut voir aussi que un certain nombre de courants aujourd'hui continuent à être inspirés par le marxisme. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, un féminisme marxiste, hein, par exemple Silvia Federici, qui est une autrice qui est très... dont on parle beaucoup sur les questions de lien entre capitalisme, sexisme et racisme, et ben, c'est une féministe marxiste, que vous avez un courant de l'éducation à l'écologie ou qui est inspiré de l'écosocialisme. Et puis, ça peut être une des voies, l'écosocialisme est lui-même issu du marxisme. Et donc, on pourrait continuer la déclinaison. Donc, dire que le marxisme n'est plus un courant d'actualité, il y a encore de nombreux penseurs aujourd'hui qui se réclament du marxisme, y compris en fait tout le féminisme africain-américain, plutôt comme Angela Davis, ou sont à la base des personnes qui étaient plutôt inspirées par le marxisme que par exemple par le post-structuralisme. Alors,
Je vais en terminer là parce que déjà, je vais laisser la parole à Benoît et puis je sais qu'il y a d'autres questions qui vont m'être posées. Et pour me réserver un peu sur la question du rapport avec le Sud, parce que je pense, et je l'expliquerai pourquoi après, que c'est vraiment la question peut-être la plus centrale par rapport à l'éducation relative à l'environnement. Donc, je préfère la laisser de côté pour la suite de la discussion et pour laisser la parole à Benoît. Voilà. Merci, Reine. Merci infiniment de camper comme ça. Déjà, vous nous fournissez des arguments à fourbir en réponse à ces critiques proférées à l'endroit des pédagogies critiques. Benoît, on vous écoute. Oui, merci Gina d'avoir lancé effectivement les premières critiques et de nous inviter à réagir dessus. Je n'aurais pas la prétention de connaître aussi bien qu'Irène, puisque c'est son cœur de travail depuis longtemps, les pédagogies critiques. Je vais juste dire comment j'y suis arrivé, depuis pas très longtemps d'ailleurs. J'ai travaillé à partir des années 2000 sur des nouveaux programmes scolaires, donc c'est dans le milieu de l'éducation formelle que j'ai été amené à m'intéresser à ces pédagogies-là, sur les programmes des éducations à et des éducations au développement durable, qui était à l'époque, au début des années 2000, un grand programme qui avait été lancé à l'échelle internationale par l'ONU et qui donc avait eu une déclinaison en France, notamment avec un accent mis sur la question du réchauffement climatique. Et donc, j'ai travaillé à l'époque pour l'Institut français d'éducation et nous avions mené des enquêtes pour essayer de voir, des enquêtes qualitatives, pour essayer de voir quels étaient les discours que les enseignants avaient sur le développement durable et sur les questions d'environnement, de réchauffement climatique, dans une institution qui était et qui est toujours très marquée par la forme scolaire. D'ailleurs, si je voulais probablement essayer de donner une définition pour moi des pédagogies critiques, c'est des pédagogies qui mettent en tension la forme scolaire au sens historique du terme, hein, cette forme qui s'installe au XVIIe siècle dans les collèges et les écoles jésuites et qui se construit avec l'idée d'installer un ordre social fondé sur les valeurs du catholicisme en résistant au protestantisme, et donc qui établit un ordre social et dans lequel l'ordre ne suppose pas de contestation, hein, ne serait-ce que dans la relation entre le maître et l'élève. Et je trouve que les pédagogies critiques sont une forme de socialisation et d'éducation qui se définissent dans les engagements qu'elles prennent, dans les recommandations d'activités qu'elles proposent contre cette forme scolaire. Alors, avec quelques caractéristiques de cette forme scolaire que j'ai vues dans les classes, c'est, je dirais d'abord, le refus du politique. Donc, on voit bien que les pédagogies critiques ont du mal à entrer si dans l'espace éducatif dans lequel on essaierait de les déployer, il y aurait une résistance qui serait de l'ordre du refus du politique. Il y a aussi un autre point de tension qui peut-être les empêche de se déployer dans l'espace scolaire et dans l'espace de l'éducation formelle plus généralement. C'est cette fameuse éthique qu'on retrouve souvent dans les discours des enseignants, qui est la peur d'influencer l'autre. L'interdit, mon collègue Philippe Mérieux dit l'interdit de l'emprise psycho-affective essentiellement. Donc, qui supposerait une distanciation entre l'élève et le maître et qui serait fondée sur une relation d'autorité que, bien entendu, les pédagogies critiques ne sous-entendent pas, puisque c'est plutôt des pédagogies du compagnonnage, de l'accompagnement, avec des postures qui sont plutôt celles de nous ne savons pas ensemble, construisons et découvrons ensemble et essayons d'inventer des solutions. Et puis, je vois un troisième point aussi de tension lorsqu'on essaie de faire rentrer ces pédagogies critiques, c'est probablement le rapport à la rationalité scientifique, à la rationalité instrumentale. On en a parlé tout à l'heure avec Irène, et je serais très content de revenir avec elle
devant tous sur cette discussion-là. La forme scolaire et l'école, en tout cas l'école française, c'est l'école des savoirs, mais des savoirs savants, des savoirs de la rationalité scientifique, qui se posent en postulat de ce que l'on peut dire et de ce que l'on ne peut pas dire, de ce qui est vrai, de ce qui est faux, mais qui ne se pose pas comme, pourtant pas normalement, pour de dire ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est utile et inutile. Et pourtant, le point, cette forme scolaire fondée sur la rationalité instrumentale me semble être profondément questionnée par quelqu'un qui voudrait faire œuvre de pédagogie critique, par exemple sur les questions du réchauffement climatique. Là, il sera amené à interroger le pouvoir de la rationalité instrumentale sous la forme, par exemple, des expertises technocratiques sur l'environnement, qui sont quand même inscrites dans une idéologie de la compétence, c'est-à-dire il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, il y a les savants et les ignorants, il y a ceux qui décident et ceux qui appliquent. On voit bien là que c'est une forme de tension qui n'est pas compatible avec un modèle de pratique ou un modèle d'accompagnement vers la forme de pédagogie critique telle que je la comprends. Donc, ces trois points de tension, refus du politique, refus de l'emprise et puis ancrage fort dans la rationalité instrumentale, me semblent être des points, en tout cas dans ce que j'ai vu dans les pratiques des enseignants, qui les mettent en difficulté, qui les poussent parfois même à éviter. J'ai identifié plusieurs postures des enseignants face à ces questions politiquement sensibles, notamment d'environnement. C'est que soit ils évitent, pour justement ne pas avoir à se mettre en difficulté, parce que aussi ils sentent qu'ils se demandent s'ils sont légitimes, est-ce que c'est bien leur rôle, est-ce qu'ils seront capables de gérer les situations, parce qu'il y a aussi ce besoin de tenir la situation, alors que la pédagogie critique, celle de cette pédagogie dialogique, qui n'est pas la pédagogie bancaire, l'éducation bancaire, qui consiste à transmettre des savoirs déjà prêts, à des expériences racontées plutôt que de parler d'expériences vécues, elle peut mettre les enseignants en situation difficile qui peut les conduire à éviter. Et puis, ça existe, et ça il faut le dire quand même, dans l'éducation, notamment j'ai vu ça chez des professeurs d'histoire géo et de philosophie, on s'en doute bien, des professeurs particulièrement engagés sur la critique des modèles, qui va même jusqu'à la critique des modèles capitalistes, et même jusqu'à la critique de la forme scolaire telle qu'elle est vécue par les élèves et qu'elle est imposée par l'éducation nationale. Donc il y a aussi ces deux positions extrêmes, et entre ces deux postures-là se déploie tout un tas de positionnements que j'ai essayé de cartographier, que j'appelle des postures éducatives face à des questions politiquement sensibles. Voilà, après je veux bien qu'Irène réagisse ou qu'on enchaîne sur d'autres choses. Ah oui, je m'en voudrais. Je m'en voudrais justement de ne pas laisser la chance à Irène de réagir à vos propos, Benoît. Mais bon, en tout cas, merci d'amener cette question de tension entre des postures, des orientations, etc. Je dirais même des tensions nécessaires, des tensions nécessaires compte tenu de la notion de dialectique, justement, de Paulo Freire. Et donc, vous nous y amenez d'emblée. Alors, Irène, une courte réaction à l'invitation de Benoît? Oui, je voudrais peut-être juste repréciser des choses par rapport à la forme scolaire. C'est vrai que la position de Paulo Freire par rapport à la forme scolaire, je pense qu'il faut distinguer cette position d'autres positions, parce que là, comme en fait Benoît vous a présenté des choses qui sont tout à fait pertinentes, mais en fait qui, comme on peut se poser la question de comment en fait ça se situe par rapport à d'autres courants, parce qu'il y a d'autres courants qui ont prétendu critiquer la forme scolaire, par exemple l'éducation nouvelle
ou les pédagogies alternatives, sous des formes différentes, peuvent être aussi des critiques, porter des critiques de la forme scolaire. Mais ce qui est particulier, d'ailleurs, Paulo Freire n'est pas. Il y a eu un débat entre Illich, voilà, je ne sais pas si vous connaissez Ivan Illich, qui a écrit sur la société sans école. Et Paulo Freire était quand même assez en désaccord. Ce n'est pas quelqu'un qui a promu la disparition de l'école, par exemple. Mais il est clair qu'il a porté une critique sur l'école telle qu'elle existait, mais disons que elle n'est pas de même nature que celle de l'éducation nouvelle ou plus généralement des pédagogies alternatives. C'est que pour lui quand même, il dit qu'il ne croit pas que l'éducation va changer le monde. C'est-à-dire qu'il dit encore la chose suivante, c'est que l'éducation nouvelle a voulu changer la salle de classe, mais lui, il veut transformer la société. Donc, sa critique n'est pas avant tout une critique pédagogique au sens où il serait centré justement sur les pratiques pédagogiques. Et donc, il dit l'éducation ne change pas le monde, elle change les individus qui changeront le monde. Donc, c'est assez important de souligner ces petites différences pour bien situer en fait par rapport à d'autres auteurs aussi qui ont porté une critique de la forme scolaire en fait. C'est juste ça que je voulais préciser. Voilà. Allez-y. Je me disais donc du coup Freinet me semble un peu à cheval entre les deux positions. Il est pour une remise en question de la forme scolaire, pour une évolution, mais aussi pour un espace que l'école soit un espace qui aide à la transformation sociale. Justement, je voulais dire que je n'avais pas embrayé sur Freinet parce que ce n'est pas mon domaine de spécialité. Voilà. Oui, voilà. Mais vous aurez l'occasion, justement, dans les prochaines minutes, d'y revenir. Ne vous inquiétez pas. Donc, merci d'amener, Irène, cette belle citation de Paulo Freire. Hein, donc, la transformation des personnes, la transformation de la société pour mieux transformer le monde. Donc, l'éducation, en ce sens, si Paulo Freire avait été présent il y a quelques jours, le 19 septembre dernier, dans le cadre des travaux de l'ONU, il y a eu un sommet mondial justement sur l'éducation du futur et sur la transformation de l'éducation. Donc, en ce sens-là, notre conversation s'inscrit aussi sur comment penser les futurs de l'éducation et l'éducation du futur et comment penser justement la transformation de l'éducation. Alors, en ce sens-là, ma deuxième question justement concerne l'éducation et plus précisément l'éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. Donc, je vous demande, Benoît d'abord et Irène ensuite, en quoi est-ce que, compte tenu de ce que vous venez de camper, hein, en ce qui concerne le contexte des pédagogies critiques, en quoi est-ce que les pédagogies critiques peuvent-elles être mises à contribution ou sont-elles déjà mises à contribution en éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté aujourd'hui, dans le contexte d'une cascade de crises socio-environnementales et dans le contexte d'une transition socio-écologique à co-construire, en fait. Autrement dit, que peuvent apporter les pédagogies critiques à l'éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté aujourd'hui même, pour demain, dans ce contexte? Alors, Benoît, on vous écoute. Oui, on porte effectivement beaucoup d'espoir sur ces pédagogies-là, parce que je pense, en tout cas, si on prend une définition de l'éco-pédagogie, qui est de dire que c'est un courant qui vise à développer une conscience planétaire chez les plus jeunes, elle est directement convoquée, la pédagogie critique, pour prendre en charge ce genre de problématiques, mais en étant conscient qu'elle amorce du coup une critique du capitalisme avec une réelle volonté de transformation et en proposant aux apprenants de chercher des alternatives au modèle néolibéral. Donc, l'écopédagogie est
ancrée politiquement, elle a un ancrage politique évident, et elle donne aussi une place aux affects. Ça me fait revenir à ma question de la rationalité, à la raison, au savoir, mais il y a aussi des questions de valeurs, on parlera certainement, Irène, de valeurs, quelle importance on donne à l'homme par rapport à l'environnement, quelle vision nous avons des relations de l'homme en environnement. Et puis la place des affects aussi, et des émotions, hein, qui me semble aussi particulièrement déterminante, notamment lorsqu'on regarde les résistances, que ce soit des enseignants ou des élèves, à l'introduction de ces pédagogies critiques. Alors, peut-être que, rapidement, il me semble que, notamment, je pense aux travaux de mon collègue Jean-Marc Lange et Slimani Kebaili, à l'université de Montpellier, on travaillait sur les résistances, les freins qu'ils qualifient de freins psychosociaux à l'introduction de ces pédagogies. Elle me semble donc pertinente, mais il faut arriver à discuter, à comprendre les logiques de ces freins. Alors, ils ont vu, eux, un certain nombre de résistances, tant chez les enseignants que chez les apprenants, chez les éducateurs et chez les apprenants. Notamment, ils ont remarqué des attitudes fatalistes, des attitudes pessimistes. C'est-à-dire qu'il y a une conscientisation, mais de type conscientisation que Freire appellerait magique, si vous voulez, une conscientisation qui est fondée sur des attitudes, bah, c'est comme ça, de toute façon on ne peut rien y faire, moi j'ai aucun pouvoir là-dessus, c'est comme ça, donc c'est pas la peine d'essayer de me faire transformer le monde, on n'y arrivera pas de toute façon. Donc il y a aussi des attitudes de culpabilisation qui sont des freins aussi auxquels cette pédagogie doit veiller, des attitudes de découragement. Et aussi, il faut le dire, des tentatives qu'on a vues chez certains enseignants de normalisation des comportements. Vous savez, tous les petits gestes éco-citoyens, il faut éteindre la lumière à l'école primaire en France, par exemple. Je constate souvent que l'entrée dans les pédagogies de l'environnement, dans l'éco-pédagogie, elle n'est pas critique. Elle est destinée à normaliser un certain nombre de comportements avec parfois des culpabilisations individuelles et peu de responsabilisation collective. Alors, du côté des enseignants, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, la peur déjà de ne plus arriver à tenir la classe si on commence à discuter des implications politiques ou du changement de transformation sociale avec certains enseignants qui disent pour moi c'est trop de responsabilité ces pédagogies critiques, j'y arriverai pas, moi je préfère me centrer sur ce qu'on me demande de faire, c'est-à-dire un programme d'enseignement avec des contenus stabilisés, avec des standards d'examen, plutôt que de tenter de changer le monde. Ils me disent, moi, je ne me sens pas prêt à faire ça. Et puis, ils ont aussi la peur du regard de leurs collègues. J'ai trouvé ça assez intéressant dans une enquête que nous avions conduite il y a quelques années, où ils nous disent, mais si on commence à faire de la pédagogie sur l'environnement, de la pédagogie critique, on va passer pour des semeurs de troubles. Et or, l'éducation, enfin en tout cas, il y a une loi un peu non dite dans l'éducation nationale, c'est qu'il ne faut pas faire de vagues. Donc on préfère rester dans les habitudes, probablement, les pratiques d'une forme scolaire qui ne discute pas, et qu'encore une fois, donc, qui refuse la remise en cause des modèles et du politique, plutôt que de prendre le risque, puisque c'est un risque qui, en tout cas, c'est perçu comme un risque didactique dans l'état actuel du fonctionnement de l'éducation nationale. Merci Benoît. Sans plus tarder, Irène, vous avez la parole et vous pourrez bien sûr revenir sur le sujet de tout à l'heure également. On vous écoute, Irène. Ok, bien, merci. Alors, pour avancer d'une manière en fait qui soit un peu progressif aussi pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément familiers avec toutes ces questions, peut-être qu'ils le sont, mais je ne veux pas trop présumer. Donc, ce qui est bien, c'est que bon, dans la première question, on a cerné un peu de manière plus générale les pédagogies critiques. Et la deuxième question, c'est vrai qu'elle me donne l'occasion peut-être de rentrer dans certains courants des pédagogies critiques,
qui s'intéresserait plus à la question de l'environnement, de l'écologie au sens large. Et là, effectivement, alors il y a un article là, dans la revue Spirale, il y a eu un numéro qui est consacré aux pédagogies critiques et à l'éducation à l'anthropocène. Je crois que c'est Angela Barr qui, à un moment, distingue dans un de ses articles plusieurs sous-courants. Alors, je ne sais pas si je vais reprendre exactement les mêmes que les siens, mais c'est à peu près sensiblement les mêmes. Elle distingue effectivement un peu les courants en fonction aussi de certains courants philosophico-politiques. C'est-à-dire, il me semble qu'elle dit dans son article qu'il y a l'écosocialisme dont j'ai parlé tout à l'heure, plutôt d'inspiration marxiste, dont une des figures, c'est par exemple Michael Lowy, qui peut avoir un impact sur l'éducation relative à l'environnement. Les courants écoféministes, voilà, voilà, au sein de l'écoféministe, on a plusieurs courants théoriques qui peuvent aussi avoir une influence sur une pédagogie, enfin, orienter un type de pédagogie critique en lien avec les questions environnementales. Il y a, je dirais aussi, les approches décoloniales, où il y a une pensée environnementale et la pensée décoloniale latino-américaine. Parmi ses fondateurs, il y a une personne, c'est Catherine Walsh, qui a été une collaboratrice de Paulo Freire. Donc, il y a des liens très forts entre la pédagogie, la pensée décoloniale latino-américaine et spécifiquement la pensée de Paulo Freire aussi. Et puis, il y a ce courant de l'éco-pédagogie sur lequel je vais m'attarder un peu plus particulièrement parce que c'est un courant qui, lui aussi, se réclame plus particulièrement de l'approche freirienne dans la mesure où il a été développé au départ au Costa Rica avec Cruz Prado et Fernando Gutiérrez, avec une double influence qui était la pédagogie de Paulo Freire et puis la théologie de la libération de Leonardo Boff et son travail sur l'écologie et le lien qu'il a fait entre l'écologie et la théologie de la libération. Puis après, ce travail il a été repris aussi à l'Institut Paulo Freire du Brésil, avec en particulier Moacir Gadotti. Alors, effectivement, c'est un courant qui vise à développer une conscience planétaire avec une idée, en tout cas, qu'on retrouve, par exemple, énoncée chez Moacir Gadotti, c'est que la Terre serait la figure de l'opprimé. Et c'est une question qui, pour moi, en fait, va soulever un certain nombre de questions théoriques sur lesquelles je reviendrai peut-être par la suite, mais disons ce que je veux déjà, en fait, essayer de rendre sensible là dans ce que je suis en train de dire, c'est que se pose la question, parce que là, on interroge beaucoup, en fait, les pédagogies critiques, mais peut-être parce que moi, je travaille sur les pédagogies critiques, j'ai moins d'interrogations sur les pédagogies critiques que sur les philosophies de l'environnement, parce qu'elles sont très diverses, et se pose dès lors la question de savoir quelle philosophie de l'environnement on va retenir lorsque l'on va être amené à mettre en œuvre une pédagogie critique dans une éducation relative à l'environnement. Et de ce point de vue, assez naturellement, on pourrait se dire que c'est l'éco-pédagogie qui pourrait soutenir cette philosophie de l'environnement. Mais le problème de l'éco-pédagogie, c'est que elle est très liée initialement à un contexte qui est le contexte latino-américain, qui s'appuie sur la théologie de la libération et qui, de mon point de vue, c'est pas si facile de l'exporter vers les pays du Nord. Je pense que c'est lié à une certaine vision du monde qui est tout à fait pertinente en Amérique latine, mais dont j'aurais des interrogations sur le fait de l'exporter dans les pays du Nord et surtout, et ça c'est une question sur laquelle je vais revenir par la suite, je pense dans le cadre de notre discussion, surtout parce qu'aujourd'hui est beaucoup mis en avant dans les philosophies de l'environnement, enfin dans certains courants des philosophies de l'environnement,
des anthropologies et des cosmogonies latino-américaines qui remettent en cause la séparation entre l'humain et le non-humain. C'est-à-dire que l'idée que la Terre est la grande figure de l'opprimé, ça a aussi un peu des connexions avec l'idée que, par exemple, la Terre est toute la question de la Terre-mère, par exemple. C'est-à-dire l'idée que l'oppression ne toucherait pas que les êtres humains et qu'il y aurait des mouvements de lutte contre l'oppression des non-humains aussi. Et ce qui, à mon avis, pose un certain nombre de problèmes théoriques sur lesquels je reviendrai par la suite. Mais vraiment, en fait, ce que j'ai voulu dire là pour le moment de cette discussion, c'est vraiment déjà souligner la difficulté qui va se poser, de mon point de vue, dans cette réflexion sur la pédagogie critique, sur la multiplicité en fait, des courants en philosophie de l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a véritablement de très nombreux courants. Il y a des courants d'inspiration utilitariste, des courants qui se renvoient à la philosophie environnementale, d'autres qui s'inspirent effectivement de pensées comment dire, autochtones, d'autres qui vont voilà, aller rechercher, enfin, y compris, par exemple, dans des pensées de la critique de la technique, dans des courants écoféministes, etc. Donc, il y a une très, très grande diversité au sein des philosophies de l'environnement. Donc, voilà, c'est le point sur lequel je voulais revenir pour l'instant. Merci, Irène. Et je sais que ce point-là vous tient à cœur. Et donc, bien sûr, vous pourrez y revenir à notre prochaine question en ce qui concerne les points de vigilance, justement. Donc, merci d'attirer notre attention sur ces difficultés, comme vous dites, des diverses théories de l'oppression. Benoît, on vous écoute. Oui, moi, je ne vais pas dire grand-chose, si ce n'est que ça me paraît fondamental, effectivement, de se poser la question du rattachement d'un courant de pédagogie critique à une philosophie de l'objet d'étude, que ce soit l'environnement ou le féminisme ou d'autres thématiques politiquement sensibles, que je mets dans la famille des questions politiquement sensibles. Et il y a effectivement un préalable qui est de se poser la question à quelle conception je m'attache dans ma perception des relations de l'homme en environnement ou dans ma perception de l'égalité entre les hommes et les femmes, à quel courant je me rattache. Et effectivement, à mon avis, ça fait partie même de la pratique pédagogique critique de se poser cette question. Donc, et je ne suis pas sûr, effectivement, qu'on se la pose toujours. Merci, Benoît. Une petite réaction de nouveau, Irène? Non, je vous remercie. Je vais profiter pour des autres questions pour développer un peu plus mon propos et montrer un peu plus où j'essaie d'aller dans ce que je veux montrer ce soir, en fait. Merci à vous deux. Bon, maintenant, en ce qui concerne notre troisième question, je pense que, sans me tromper, j'aimerais vous dire que Irène et Benoît, d'emblée, ont tenu à problématiser cette articulation entre les théories, les pédagogies critiques et l'éducation, le grand champ de l'éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. Et c'est en ce sens-là que j'ai préparé la troisième question, que j'ai formulée la troisième question pour eux. J'espère qu'ils auront l'occasion de développer donc un peu plus. Alors, d'abord à Irène et ensuite à Benoît. Quels sont les points de vue? Alors, compte tenu de ce que vous venez de dire, on a la première, la deuxième et maintenant cette troisième question. Quels sont les points de vigilance dont les acteurs sociaux du champ de l'éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. Et en ceci, j'inclus les chercheurs, élèves, étudiants, formateurs, activistes sociaux et aussi personnes en poste de décision. Et donc, en quoi est-ce que ces personnes-là doivent-elles tenir compte dans leur théorie ou encore leur praxis de recherche, d'enseignement ou d'activisme social? Donc,
quels seraient les points de vigilance? Vous avez bien sûr, vous nous avez déjà donné un avant-goût de cela, mais pourriez-vous développer un peu plus? Irène, on vous écoute. Oui, alors je dirais que pour moi, une idée fondamentale de la pédagogie critique, c'est qu'il s'agit d'une pédagogie qui se situe du point de vue de l'opprimé. Et bon, déjà, on l'a vu avec Paulo Freire, sa pédagogie s'appelle Pédagogie des opprimés. Et on l'a vu avec l'éco-pédagogie, où il y avait cette idée que la Terre était le plus grand opprimé. En fait, ce serait la figure la plus fondamentale de l'oppression. Alors, ça pose quand même quelques difficultés. Pourquoi? Parce que, en fait, la plupart des mouvements d'oppression, de lutte contre les oppressions, si je mets à l'écart les questions environnementales et les questions tournant autour de l'éthique animale, mais pour simplifier, je les classais dans ce même groupe. Si vous regardez les mouvements féministes, les mouvements LGBT, les mouvements de lutte contre le validisme, c'est-à-dire en lien avec le handicap, le mouvement anticapitaliste, etc., vous avez en fait des groupes socio-humains qui vont revendiquer en fait d'être opprimés et qui vont se lancer dans un mouvement de lutte contre le fait d'être opprimés. Et si vous regardez historiquement ces mouvements, ils ont une caractéristique que l'on trouve dès le mouvement, dans les mouvements ouvriers, mais qu'on va retrouver dans le mouvement féministe, antiraciste. C'est des mouvements qui revendiquent de parler par eux-mêmes. C'est-à-dire la question de la voix et la question de revendiquer par soi-même est extrêmement importante dans ces mouvements. Par exemple, la première internationale ouvrière, c'est l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Et c'est une idée qu'on va retrouver dans le féminisme, c'est une idée qu'on va retrouver dans l'antiracisme, dans tous ces mouvements-là. Dans le mouvement écologique, les questions commencent à poser difficulté dans la mesure où, quand vous commencez à introduire l'idée que les opprimés pourraient être des non-humains. Alors, par non-humains, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des animaux, ça peut même être des écosystèmes. Y compris se pose la question des machines, mais bon, ça c'est moins évoqué dans les questions écologiques, mais je veux m'en tenir à la question des non-humains, plutôt ceux dont on a l'habitude de parler dans les mouvements écologiques. Alors, si vous remarquez cette question des non-humains, ben on va la trouver par exemple chez certains anthropologues comme Descola ou Oliveira de Castro, justement parler des cosmogonies autochtones d'Amérique latine, mais vous allez le trouver aussi chez des penseurs du Nord qui vont être attachés à certains courants de l'écologie, comme Bruno Latour qui est décédé il y a 2 jours, ou Donna Haraway, etc., qui, eux, ont problématisé cette frontière entre l'humain et le non-humain. Mais ce faisant, ils ont été amenés, en tout cas par exemple Bruno Latour, à dire qu'en fin de compte, il faudrait que ces non-humains soient représentés par des humains. Donc ça commence à créer une difficulté, puisque ça va poser la difficulté de savoir qui va parler au nom des non-humains et au nom en fait des luttes écologiques. C'est-à-dire que ce qui va se poser comme question, c'est en fin de compte, en définitive, qui va avoir la parole légitime sur l'écologie. Alors, moi, par exemple, je ne suis pas certaine que lorsque l'on parle de la remise en cause de la frontière entre humain et non-humain, du point de vue du Nord, quand c'est par exemple des auteurs du Nord qui en parlent, et quand c'est des groupes sociaux du Sud qui se rattachent à une cosmogonie, en réalité, on parle exactement de la même chose. Et ce que je veux dire par là, c'est que il me semble que le point de vigilance de la pédagogie critique, ça doit être de vraiment se demander qui parle et est-ce que ce point de vue représente vraiment celui des opprimés. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que, prenons le cas, voilà,
On a effectivement, par exemple, des mouvements écoféministes qui sont menés par des femmes dans les pays du Sud, qui sont souvent des mouvements de masse, des mouvements de femmes paysannes, etc. Et ces femmes paysannes peuvent effectivement adhérer à des visions du monde qui remettent en cause l'opposition humain non humain. Mais le problème, c'est de savoir si c'est vraiment elles qu'on entend quand la question écologique est posée dans le Nord. Il y a des versions de l'écologie et de la pensée écologique qui peuvent aller contre les femmes, c'est-à-dire vous avez des versions de la pensée écologique, y compris même, parce que vous avez même des versions d'extrême droite de l'écologie qui disent, bon, bah, en fait, l'écologie, c'est compatible avec l'idée que l'on pourrait revenir à des rôles sociaux traditionnels entre hommes et femmes. Où vous avez des versions de l'écologie, y compris, je crois qu'Yves Cochet, par exemple, qui est quelqu'un, un homme politique, je crois que lui, bon, je ne vais pas le citer spécifiquement parce que peut-être que je fais erreur, mais il y en a au moins en tout cas certains écologistes qui adhèrent à des thèses néo-malthusiennes, c'est-à-dire qu'ils pensent que un des grands problèmes de l'écologie écologique, c'est la surpopulation. Le problème, c'est que la surpopulation, c'est surtout, on va regarder quel pays, les pays du Sud. Donc, ce que je veux dire là, c'est qu'il me semble que la place spécifique que doit avoir la pédagogie critique, ce n'est pas tant de parler au sujet des non-humains et de nous parler de la Terre comme grande figure de l'opprimé. C'est pour ça que je ne suis pas forcément convaincue par la proposition éco-pédagogique. Je pense que le rôle de la pédagogie critique, c'est de veiller véritablement à ce que les groupes sociaux opprimés puissent faire valoir vraiment leur voix sur l'écologie. C'est-à-dire que, par exemple, que on entend, par exemple, ce qu'ont à dire les femmes des mouvements écoféministes du Sud, parce que la question écologique, c'est une question globale. On l'a dit, c'est une question qui amène une conscience planétaire. Sauf que le problème, il ne se pose pas de la même manière au Sud et au Nord. Et que, effectivement, au Nord, on va peut-être dire, ah oui, il faut peut-être que le Sud réduise sa démographie. Peut-être qu'au Sud, on va peut-être plutôt parler du mode de vie des pays du Nord et de comment il n'est pas viable. Vous voyez, et pour moi, je pense que la pédagogie critique, elle se situe plus au niveau de faire en sorte que les groupes sociaux les plus opprimés fassent entendre leur voix, plutôt que d'aller vers toute une élaboration théorique autour de la représentation des non-humains. Je pense, pour moi, il y a un peu une ligne de clivage à ce niveau-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, mais... Tout à fait. Merci, Irène, merci. Un point de vigilance, mais qui nous amène au cœur même d'une question philosophique fondamentale. D'y revenir un petit peu plus tard. Benoît, vous aussi, vous avez des points de vigilance importants à partager avec nous? Oui, ce que vient de dire Irène est passionnant, effectivement. Elle remet la philosophie au cœur de ces questions pédagogiques et éducatives. Et on a souvent eu tendance à dire que ça n'avait pas de sens, ça n'avait pas de place. Je crois que là, au moins, un des avantages des pédagogies critiques, c'est que ça nous oblige à clarifier nos positionnements philosophiques et se rendre compte qu'il y a une diversité de positions, de positionnements et de rapports, et que je suis d'accord avec elle, aux plus opprimés qu'on entend le moins, qu'il faudrait aussi accorder peut-être une oreille plus attentive. Moi, je vois 3 points de vigilance ou 3 questionnements auxquels je suis confronté quand je pense aux pédagogies critiques et à l'éco-pédagogie particulièrement, ou en tout cas à l'intérêt des pédagogies critiques pour une éducation relative à l'environnement.
Il me semble qu'il y a une question, un premier point qui me paraît intéressant, mais qui est en lien avec cette histoire d'opprimé, de qui parle, d'où on parle, qui est la question du rapport à l'expert. Cette notion d'expertise en environnement qu'on entend souvent depuis les années 80, en tout cas sur la question du réchauffement climatique, avec ce groupe d'experts des climats qui met un poids social sur qui dit la vérité et qui empêche à d'autres formes malgré, peut-être inconsciemment peut-être, je ne sais pas, mais qui empêche aussi à d'autres formes d'expertise plus citoyennes, et environnement, on en a énormément à l'échelle des territoires et des régions. On a des formes d'expertise qui sont beaucoup plus pertinentes, en tout cas dans le penser de l'agir, que celles qui peuvent être théorisées par un groupe international d'experts du climat, et qui me semble peu valorisée et qui me donnerait presque envie de dire que les pédagogies critiques, c'est bien quand elles commencent à l'échelle du territoire, localement, à l'échelle d'une école, peut-être d'un quartier, d'une région, sur des problématiques très locales. Elles me semblent faire du sens et être particulièrement porteuses si la visée est celle de l'engagement politique. Ça me paraîtrait intéressant d'articuler le local et le global. Donc le rapport à l'expertise. Le deuxième point de vigilance, qui est peut-être plus théorique, mais je m'interroge, mais peut-être que j'ai mal compris, je compte sur Irène pour laisser rien passer, je me demande si il n'y a pas un présupposé derrière les pédagogies critiques, qui est que lorsqu'on est conscient de notre rapport, de notre situation de dominé, de dominant, alors automatiquement les choses vont changer, l'individu va se politiser et il va s'engager dans la transformation sociale. J'ai l'impression alors je l'ai peut-être mal compris, mais qu'on fait peut-être trop rapidement un lien direct entre conscientisation critique, amène engagement et politisation. J'ai l'impression que je vois des contre-exemples, c'est-à-dire je vois des gens qui n'ont pas forcément une conscience critique et qui sont particulièrement engagés politiquement, et puis je vois des gens qui ont une conscience critique très, très développée, des situations, des rapports de domination, et qui ont un engagement politique proche du néant. Donc, pour des raisons diverses, et qui me semblerait intéressant d'investiguer. Donc, ce lien entre conscientisation et action, je serais assez intéressé de le questionner et d'en comprendre les logiques psychosociales, finalement. Et puis, un troisième point de vigilance, qui est de l'ordre que j'adresserai à l'éducateur qui voudrait faire œuvre de pédagogie critique, mais que j'adresserai aussi aux chercheurs qui s'engageraient, donc aux jeunes chercheurs, je pense à Aurore ou à Aurore Vaillé ou à Timothée Guillermet qui sont avec nous ce soir et avec qui j'ai la chance de travailler à la construction de projets de thèse. On a parlé hier soir, notamment avec Aurore, c'est l'histoire de la clarification, nous, à titre personnel, notre vision de ces rapports de domination. Ce que certains, je pense à Philippe Roqueplot, appellent la clarification de notre horizon politique. Comment on voit ces rapports et comment nous verrions l'action à titre personnel. Alors, il ne s'agit pas de militer à ce niveau-là de la discussion, mais simplement de donner les moyens à ceux avec qui on va travailler, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient apprenants, de leur dire, voilà moi d'où je parle, voilà ma conception, mais en étant conscient que je la donne, non pas pour dominer, mais pour la soumettre à la discussion et à la confrontation et pour en cerner les limites. Donc ce point de clarification de posture, il ne me semble pas toujours fait par les éducateurs et par les chercheurs aussi, à cause de ce mythe de la neutralité. Il faut rester neutre, sinon on va influencer. Encore une fois, cette peur de l'influence. Que les philosophes ont moins, enfin en tout cas dans les grandes classes de terminale, je pense que le prof de philosophie, lui, n'a pas peur de donner son horizon, en tout cas sa clarification, parce qu'il parie sur le fait que c'est en donnant sa position qu'on va aider les apprenants à s'engager en les invitant à critiquer, ce qui suppose un contrat didactique complètement différent de ce qu'on a l'habitude en éducation bancaire.
Donc, voilà, j'inviterai quand même à cette question à réfléchir à cette question de la clarification de la posture et de l'horizon politique, à titre personnel, en tant que chercheur, en tant qu'éducateur. Mamma mia, merci Benoît. Et vous nous amenez au cœur de l'épistémologie pédagogique ou de la pédagogie épistémologique. Et il faut dire que, par exemple, pour un pédagogue critique comme Joe Kinchlow voit justement pédagogie critique et épistémologie critique comme étant les deux faces d'une même médaille. Donc, vous nous amenez d'emblée dedans, Benoît. Merci. Irène, vous l'aurez bien deviné, on aimerait bien vous écouter de nouveau. En ce qui concerne justement cette incompatibilité ou la question de la compatibilité des théories de l'oppression, notamment parce que dans la pédagogie des opprimés, par exemple, Paulo Freire lui-même nous invite à opérer une sorte de dépassement de l'opposition entre oppresseurs et opprimés, et il nous invite justement à entrer dans le tango, justement, de l'oppresseur et de l'opprimé, puisque la même personne peut être à la fois oppresseur et opprimé. Et en ce sens-là, en élargissant un peu plus, peut-on considérer justement la terre, mère, Pachamama, Gaïa, Oikos, qui a été tellement, je pense à Vandana Shiva, par exemple, qui parle de la terre comme une victime ayant été violentée, notamment par des dynamiques colonialistes, extractivistes, et qui durent encore, pas seulement au sud, mais aussi au nord, ici même au Québec. Et donc, est-ce si insensé de considérer la terre, l'environnement, les écosystèmes, les non-humains, les animaux et même les arbres, etc., les végétaux, est-ce si exagéré de les prendre en compte justement dans une théorie de l'oppression? Je vais revenir sur ce point parce que de ma position qui n'est pas peut-être qui nécessite clarification, et je vais aussi en profiter pour répondre à la question qui rejoint celle-là. Alors, et si nous parlions au nom du vivant, c'est un peu le même problème. Dans les théories de l'oppression, on a un groupe qui revendique de parler par lui-même. Par exemple, si vous êtes une femme, on va vous dire, mais les hommes, quand ils parlent au nom des hommes en général, de l'être humain en général. Pourquoi les femmes elles voudraient faire entendre une voix spécifique? Puisque moi, entendant… Alors, le problème, c'est que si je parle au nom du vivant, ça veut dire que moi, en tant que sujet humain situé, je suis capable de parler pour l'ensemble des êtres humains, mais en plus pour les animaux, pour les plantes, etc. Ce qui est encore, je veux dire, encore plus extensif que le geste que font les hommes quand ils disent qu'ils parlent au nom des femmes. Alors, c'est ça le point que je souligne, c'est que dans ces mouvements sociaux, ce type de mouvements sociaux, habituellement, on parle pour soi-même, on revendique pour un groupe qui est, c'est la théorie du point de vue, qui est un point de vue situé. Alors, moi, je n'ai pas de problème quand c'est Vandana Shiva qui, effectivement, nous parle de la terre violentée ou quand c'est… Maintenant, je suis beaucoup plus sceptique lorsque c'est des penseurs du Nord qui nous parlent de la distinction humaine en humain. Pourquoi? Parce que, déjà, l'humain et non-humain, ce n'est pas la même chose que le vivant. Parce que dans le non-humain, vous allez non pas abolir simplement la frontière avec le vivant, mais vous allez abolir la frontière avec les machines aussi. Or, à ma connaissance, pour avoir lu Vandana Shiva un minimum, elle est très critique de l'agro-industrie, par exemple. Et ces auteurs du Nord qui nous critiquent la distinction humaine en humain, eux, en général, ils sont assez technophiles, proches des milieux, pour certains, d'ingénieurs ou des milieux technoscientifiques. On peut prendre le cas de Donna Haraway qui faisait l'apologie d'un devenir cyborg de la femme. C'est quand même, je trouve, des positions qui sont assez différentes. Donc moi, je ne critique pas, si vous voulez,
les positions lorsqu'elles sont tenues par des personnes des pays du Sud, que je trouve tout à fait légitime, c'est je m'interroge davantage lorsque des penseurs du Nord nous parlent de cette distinction humaine en humain, ne serait-ce que parce que inclut les machines en réalité. Et pas seulement les animaux, et les écosystèmes. Que ce soit par exemple chez Latour ou chez Donna Haraway, ça inclut les machines. Donc c'est la porte ouverte en fait à toutes les visions les plus techno-solutionnistes, techno-enthousiastes, etc. Donc c'est plus cet aspect-là que je critique. Et je voudrais revenir sur un point juste pour répondre à Benoît par rapport à la question de la conscientisation et de l'engagement. Pour Paulo Freire, il n'y a pas de lien mécanique entre les deux. D'ailleurs, il dit, par exemple, qu'il y a des mouvements sociaux où les gens n'avaient pas acquis un niveau de conscientisation spécifique pour s'engager dans des mouvements sociaux. Non, la conscientisation, elle a d'autres fonctions. D'abord, c'est le rôle de l'éducation, c'est-à-dire est-ce qu'il vaut mieux être ignorant ou savant? À quoi bon donner l'éducation aux gens si ça ne sert à rien? L'autre point que ça implique aussi, c'est que pour lui, s'il n'y a pas conscientisation, enfin, parce que pour lui, ça suppose une théorie de la totalité, parce qu'il est un peu quand même hégélo-marxiste, c'est l'époque, c'est que en fait, le problème, c'est que s'il n'y a pas cette conscientisation, en fait, les opprimés risquent de revendiquer des choses contradictoires. C'est-à-dire contradictoires au sens où ils risquent de s'opposer les uns aux autres parce qu'ils n'ont pas de vision globale et qu'ils n'ont pas de projet global. Et que la conscientisation, ce qu'il dit dans Pédagogie des opprimés, c'est que ça doit amener à une théorie de la totalisation. C'est pour ça que la pédagogie bancaire, c'est pas simplement souvent, c'est vrai qu'on a une lecture qui est trop calquée sur ce qu'on pense par rapport à l'éducation nouvelle. On pense que la pédagogie bancaire, c'est un peu ce que dit, c'est un peu la critique, comme le fait l'éducation nouvelle, de la pédagogie transmissive, ce que c'est une valorisation de la pédagogie active. Et si on lit bien Paulo Freire, il dit d'autres choses que ça. Il dit d'abord que c'est une critique de la réification, c'est-à-dire de la réduction des personnes à des choses. Et d'ailleurs, par rapport à cette question d'écologie, chez lui, il y a une notion, c'est qu'il oppose les nécrophiles aux biophiles. Et les nécrophiles, c'est les oppresseurs qui ont tendance à tout réduire à la mort, enfin, voilà, à aimer la mort, alors que les biophiles, les révolutionnaires sont biophiles, ils aiment la vie. Donc là, on peut en tirer quelques conséquences sur l'écologie, d'un point de vue écologique, mais chez Paulo Freire, quand même, l'opposition entre le vivant et l'objet est quand même assez importante dans sa pensée. Et donc, de ce point de vue-là, pour lui, je n'ai pas l'impression qu'il inclurait les non-humains du type machine dans les opprimés. Mais c'est quand même des objets de discussion. Et donc, l'autre chose qu'il dit au sujet de la pédagogie bancaire, c'est que c'est une pédagogie qui morcelle, qui vous empêche de voir la totalité, qui vous empêche de voir le sens, par exemple. Ça ne vous permet pas de penser que l'oppression, elle est liée à un système social. C'est ça qu'il reproche à la pédagogie bancaire. C'est-à-dire qu'elle donne accès à une connaissance morcelée qui vous empêche de voir que votre problème, ça vient d'un certain système social et donc de s'unir pour combattre ce système social. C'est une des choses qu'il dit textuellement dans Pédagogie des opprimés. Mais c'est vrai, comme on est très obnubilé en France, peut-être dans d'autres pays, par les approches éducation nouvelle, on a tendance à lire Paulo Freire au prisme de l'éducation nouvelle. Mais il l'a dit lui-même, il l'a dit dans des textes, je ne suis pas un continuateur de l'éducation nouvelle. Donc il ne s'agit pas de le lire à ce prisme-là. Voilà. Merci Irène, vous nous donnez des idées naturellement qui vont nourrir nos réflexions au-delà même de notre conversation aujourd'hui. Merci Irène. Benoît, justement en parlant de système,
des dynamiques sociales, de domination, d'oppression qui sont systémiques. Justement, Benoît, vous avez parlé de l'importance de questionner les rapports de pouvoir, des rapports de savoir qui sont aussi des rapports de pouvoir en ce qui concerne les pédagogies critiques et l'éducation à l'environnement, l'éducation aux politiques. Cependant, la rationalité instrumentale que vous admettez par ailleurs, mais à instiguer justement un rapport de domination, un rapport de savoir et de pouvoir tout à fait inégalitaire et qui bafoue, qui efface, qui invalide, qui disqualifie d'autres savoirs. Et donc, à ce moment-là, comment concilier ces rapports de savoir et de pouvoir et en même temps accepter une sorte d'hégémonie de la rationalité instrumentale en ce qui concerne, par exemple, l'écopédagogie? Ben, effectivement, me paraît une question centrale, c'est-à-dire que dans l'univers des savoirs, en prendre une famille, des savoirs rationnels, et se dire que toute la décision va être fondée sur ces savoirs-là, et toutes les orientations politiques vont être fondées sur ces savoirs-là, c'est aussi se priver de tous ces savoirs de l'expérience qu'on connaît bien en agronomie, par exemple. J'ai en tête des études de sociologie où justement on s'entretient avec les ingénieurs qui proposent des solutions agronomiques et puis on s'entretient avec les agriculteurs et on se rend compte qu'il y a des déterminants qui sont oubliés d'un côté ou de l'autre parce qu'on aurait eu tout intérêt à faire des forums hybrides. Donc c'est dans l'hybridation, je pense, dans les rencontres des experts et dans la valorisation de l'expertise citoyenne qu'on a, je me réfère à Calon bien entendu, qu'on peut probablement avoir l'espoir d'imaginer et puis de stimuler aussi la pensée divergente, c'est-à-dire cette pensée qui permet de trouver des solutions vers le futur auxquelles on n'aurait pas pensé seul, et donc de faire ce pari de l'intelligence collective en étant conscient qu'il y a des jeux d'intérêt, des jeux de pouvoir, mais aussi que ce qui doit motiver la pensée de solution, c'est aussi l'intérêt collectif, le bien commun. Et je pense que il y aurait moyen de le faire. Alors, ça voudrait dire valoriser plus ces forums. On voit bien que dans nos systèmes politiques, on fait semblant de les valoriser. Je pense à la Convention climat, par exemple, en France, où on a rassemblé une centaine de citoyens, leur demandant de faire des propositions. Mais qu'est-ce qu'on en a fait après? Donc ça aussi, ça délégitimise le processus et puis ça donne une vision de la démocratie qui ne valorise pas ces savoirs de l'expérience, qui est quand même inscrite encore et malheureusement toujours dans cette idéologie que Roqueplo qualifie d'idéologie de la compétence. Tu es compétent, tu es expert, tu as le droit de parole, tu sais, si tu ne sais pas, tu es dans le domaine de l'ignorance et donc tu n'as pas la parole. Et c'est donc ça aussi qui se joue derrière ces pédagogies-là, qui sont des pédagogies quand même du dialogue, de la parole, et qui parie aussi sur la dénonciation de ce rapport de domination de celui qui sait par rapport à celui qui ne sait pas. Après, je trouve aussi très intéressant, je me permets de le reformuler, parce que ce que disait Red sur la pédagogie bancaire, qui est je trouve très intéressant. Effectivement, moi je lis et j'entends souvent que la pédagogie bancaire, c'est une pédagogie transmissive qui ne transmet que les savoirs décidés par les programmes. Voilà, et donc effectivement, ça ne m'étonne pas, ça vient certainement des courants de l'éducation nouvelle. Mais je trouve intéressant de dire plutôt, et beaucoup plus porteur, de dire que c'est une pédagogie qui ne pense pas les choses de manière systémique, qui disjoint, qui ne stimule donc pas la pensée complexe, si chère à Edgar Morin. Et donc la pédagogie dialogique est une pédagogie, je pense, de la pensée complexe, qui permet de dépasser les dualismes, d'essayer de construire de la complexité. Et c'est aussi, d'après moi, une pensée qui doit stimuler la pensée divergente, l'imagination de solutions auxquelles on n'aurait pas pensé. Et mes collègues de Toulouse, je pense à Nicolas Hervé notamment, expérimentent actuellement des pédagogies qui laissent aux enfants imaginer des solutions environnementales sans leur imposer, en leur donnant carte blanche pour imaginer et pour créer et pour restimuler la créativité que certains disent peu présente dans nos pratiques pédagogiques, en tout cas scolaires.
Merci Benoît. Oh là là, riche discussion, riche réflexion qui ne vont pas se terminer, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, à la fin de notre conversation. Alors, avant de céder la parole aux personnes qui j'allais dire qu'ils se sont déplacés, oui, qui se sont déplacés virtuellement pour venir vous écouter. Je suis sûre que plusieurs parmi elles ont hâte de se joindre à la conversation. Rapidement, Irène et Benoît, j'aime bien cette citation de Antonio Gramsci qui dit que, de sa lettre, de ses écrits en prison, qui dit qu'il demeure toujours pessimiste par l'esprit, mais optimiste par le cœur. Et donc, je pense que quand il s'agit d'éducation, hein, on peut penser à cette citation de Gramsci, on peut penser aussi à Paulo Freire qui parle de l'utopie nécessaire en éducation. Hein. À la limite, sans utopie, peut-il y avoir éducation? Et donc, en ce sens-là, pour vous, qu'est-ce que vous aimeriez nous dire, nous, pédagogues critiques, dans le champ de l'éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté pour nous amener, tout en tenant compte des critiques, des points de vigilance que vous nous avez présentés, qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour nous encourager et garder quand même cet amour radical que nous avons de l'éducation, de l'écologie et de cette nécessaire, comment je veux dire, transformation de l'éducation et de cette tension nécessaire aussi entre ces dystopies et utopies? Alors, on va commencer avec vous, Benoît. Oui, bon, deux petits mots. Moi, je pense que, j'en suis intimement convaincu dans mon quotidien, dans la manière dont je travaille, c'est qu'il faut qu'on fasse le pari de l'intelligence collective, en fait. C'est pas je sais, tu sais pas, mais c'est ensemble et notamment avec les plus jeunes. Hein. Je trouve que étymologiquement, l'enfant, c'est celui qui n'a pas la parole, mais il a la parole, il a les idées, et pas simplement en fin de terminale, mais à 18 ans. Ça peut commencer très tôt, et lorsqu'on leur donne, qu'on leur exprime notre confiance dans leur capacité à imaginer, qu'on stimule leur créativité, je trouve que ça, on est agréablement surpris parce qu'ils sont capables d'imaginer, par les discussions, bien sûr, en encadrant aussi éthiquement ce qui peut se dire et ce qui peut être proposé, mais je trouve que les espaces éducatifs devraient être ces espaces de mise en confiance, de stimulation de la créativité, en pariant sur cette intelligence collective. Et le deuxième chose que j'aurais envie de dire, c'est n'ayons plus peur d'associer le cœur à la raison, disait Rousseau, parce que je crois que la raison ici me semble nécessaire, en tout cas la raison telle qu'on la conçoit en termes de rationalité scientifique et instrumentale, mais elle peut être aveuglante pour certains, si je reprends l'allégorie de la caverne de Platon, elle peut être aveuglante comme ce soleil lorsqu'on découvre la connaissance, et que il faut aussi accompagner cette connaissance par le domaine de l'émotion, de la discussion sur les valeurs, et la discussion des affects aussi, qui me semble extrêmement important. Sinon, le risque, bien entendu, c'est de perdre une partie de cette intelligence collective en lui faisant peur, en lui faisant douter d'elle, et en la faisant se réfugier dans des attitudes de renoncement ou de fatalisme. Merci Benoît pour votre petit mot de la fin. Et vous, Irène, quel est votre petit mot de la fin pour nous donner de l'énergie transformatoire malgré tout, malgré il y a vraiment cette question des alliances et avec qui on va s'allier et de qui on va aussi se faire le porte-voix en fait. Et c'est ce que j'ai voulu vraiment mettre en avant, c'est dans nos cours, dans nos pratiques de recherche, dans nos pratiques de lutte, etc., avec qui on va s'allier et de qui on va aider à faire résonner la voix. Et moi, ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est qu'effectivement, la pédagogie critique, c'est le fait
permettre aux voix les plus opprimées de se faire entendre. Ça, je pense que c'est une thématique qu'on a aussi bien chez Paulo Freire que Bellux, par exemple, cette question de la voix. Et qu'aujourd'hui, sur les questions d'éducation relative à l'environnement, c'est là aussi de savoir véritablement quelle voix on fait entendre sur ces questions-là, et aussi de respecter ces voix, c'est-à-dire de faire attention à ne pas, par exemple, sur les voix de ces femmes écoféministes du Sud, comme Vandana Shiva ou d'autres, de vraiment être attentif à ce qu'elles ne soient pas rabattues sur d'autres discours en fait, des penseurs du Nord, qui en fait réinvestissent un peu à leur sauce quand même ce qui est dit, ou alors qu'ils font parler les cosmogonies des pays du Sud, mais bizarrement, ce n'est pas les personnes autochtones elles-mêmes qui parlent de leur cosmogonie. Ça va être toujours l'anthropologue du Nord qui va en parler. Voilà, donc ça questionne, je trouve. Et cette question de la voix, je crois que c'est une question auquel on doit être sensible en tant que pédagogue critique, et de faire résonner les voix, d'essayer d'aller au source des textes, de s'allier avec les groupes aussi qui portent ces revendications venues du Sud, etc. Merci Irène, merci beaucoup. Et en vous écoutant, j'ai l'impression que vous nous ouvrez toutes grandes les portes vers des perspectives décoloniales, justement, effectivement. Merci à Irène Pereira, merci à Benoît Urgeli. Et donc, on va prendre maintenant les questions. J'imagine que vous avez soif afin de vous joindre à la conversation, justement. Alors, qui commence? Levez la main, s'il vous plaît, main virtuelle ou main réelle. Je crois qu'on voit tout le monde. Et peut-être main virtuelle parce qu'on ne voit pas tout le monde, en fait, effectivement. Oui, aussi, Hugues, et voilà. Oui, merci Gina, merci Madame Pereira et merci Monsieur Urgeli pour cette belle conversation. J'avais déjà entamé un questionnement, merci d'y avoir répondu. Je voulais quand même rebondir parce que je trouvais opportun de le faire. En fait, ça, je ne suis pas trop militant actif féministe, mais je me considère quand même féministe. Puis, je comprends la façon dont je comprends le féminisme, pour moi, en fait, c'est que le féminisme demeure un humanisme, et donc qui aspire finalement à une prise de conscience plus large encore de notre condition humaine. Et en ce sens-là, je trouvais intéressant de le ramener encore une fois, de parler en tant que vivant parmi les vivants, donc de se revendiquer en fait de cette condition qui nous affecte, mais qu'on chérit du même coup. Puis je trouve ça agréable que vous ayez rappelé en fait l'opposition que Paulo Freire fait justement entre on va dire les partisans nécrophiles, mais en fait, ces forces, je veux dire, plus thanatologiques, ces forces qui mènent la mort, et puis les partisans finalement de la vie de l'autre côté, qui essaient d'animer puis d'insuffler finalement quelque chose de plus rayonnant. Puis je pense qu'aujourd'hui, à travers les crises socio-écologiques, on fait face justement à cet affrontement entre des forces qui érodent le tissu vivant sur notre planète. Je veux dire, on peut nommer simplement l'érosion effarante de la biodiversité à laquelle on assiste. Je pense qu'en tant qu'éducateur relatif à l'environnement, de prendre le parti de notre condition de vivant dans cette situation-là, ce n'est pas parler au nom des autres, mais c'est parler en notre nom, au nom des vivants. Donc, je voulais rebondir là-dessus parce que je trouvais ça intéressant. Malgré tout, j'avais une autre question parce que au tout début, en fait, de la présentation, Madame Pereira, vous avez parlé que le rapport au Sud, en fait, vous le considériez comme une question centrale de l'éducation relative à l'environnement. Donc, vous voyez, je vous amène vraiment sur un autre terrain, mais je trouve qu'on n'a pas assez élaboré, puis j'aimerais beaucoup vous entendre là-dessus. Pourquoi, en fait, ce rapport au Sud devrait-il être une question centrale de l'éducation relative à l'environnement, comprise comme toutes les formes d'éducation qui traitent du rapport à l'environnement? Je l'entends comme ça. Donc, je voulais vous poser cette question-là. Les conséquences écologiques, elles sont planétaires, et je ne suis pas une spécialiste, mais par exemple, on peut imaginer que les formes d'industrialisation mises en place par les pays du Nord global ont un poids
peut-être plus massif que peut-être l'impact des pays, des habitants des pays du Sud. Par contre, c'est eux peut-être qui vont en subir davantage les conséquences, en particulier lorsqu'on pense à l'élévation du niveau de la mer, aux réfugiés climatiques, etc. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est important, lorsque, par exemple, on réfléchit à des revendications d'ordre écologique, de se demander quelles sont les revendications de ces pays du Sud, de ces habitants des pays du Sud. Je pensais à un ouvrage là récemment qui est paru il y a quelque temps, qui s'appelle Le mode de vie impérial. Dans cet ouvrage, en fait, les auteurs disent en gros que le mode de vie impérial, en fait, c'est le mode de vie de la plupart, enfin des habitants du Nord, un peu de certains habitants plus riches du Sud, mais enfin, grosso modo, nous tous, nous bénéficions du mode de vie impérial. Et après, effectivement, alors on va dire il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, mais alors si on se plaçait du point de vue des habitants du Sud, ils auraient peut-être d'autres choses à nous dire sur la manière dont il faudrait concevoir la question des modes de vie. Par exemple, je prends quelque chose que moi je trouve assez paradigmatique. C'est que là, en ce moment, bon, on nous parle des jets des personnes les plus riches au monde. Hein, en tout cas, en France, il y a des personnes qui s'amusent à dénoncer, et je suis plutôt d'accord avec elles, bien sûr, sur les voyages en avion des personnes les plus riches. Mais cet été, en France, on a battu des records dans les gens qui partaient en avion pour faire leurs vacances. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans les pays du Sud, ce n'est pas eux qui viennent passer leurs vacances dans les pays du Nord. Donc, c'est ça que je veux dire par le fait qu'il me semble que sur cette question de l'écologie, peut-être qu'avant d'essayer de parler des non-humains, ou faire des autobiographies des poulpes ou de je ne sais trop quoi, faudrait peut-être écouter le point de vue des personnes du Sud, parce que si vous voulez, en tant qu'universitaire, on risque de se donner à bon compte des beaux rôles. Voilà, on fait parler les poulpes, on fait parler les loups, on fait parler... parce que j'ai des collègues philosophes, ils sont dans cette veine-là en ce moment. Mais moi, je pense qu'on pourrait aussi écouter les êtres humains du Sud. Il nous aurait sans doute des choses très intéressantes à nous dire, et surtout, eux, ils le diraient eux-mêmes. Et pas par l'intermédiaire d'un représentant universitaire, philosophe des pays du Nord, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Merci Irène. Benoît, j'ai l'impression que vous voulez aussi répondre à la question de Hugues. Non, je sens les mêmes choses qu'Irène dans les milieux universitaires, c'est-à-dire qu'on se fait les porte-parole d'eux, mais on ne se fait pas forcément les porte-parole de ceux que... Et puis on le dit d'une manière qui n'est pas toujours la plus adaptée ou la plus pertinente, ou qui n'a pas les arguments n'ont pas la même portée quand on les relit. Hein. C'est comme la photocopieuse, hein. Au bout d'un moment, on perd toute la qualité de ce qu'il y avait dans le document original. Donc effectivement, cette histoire des voix et de qui porte les voix dans des situations d'oppression, elle me paraît fondamentale, et elle me paraît aussi importante pour la petite échelle d'une classe. Si on pourrait dire que l'enfant est l'opprimé, donc sa parole à lui, elle aurait aussi de l'importance, il la dirait de sa façon, sans avoir besoin d'avoir des délégués de classe. Vous savez, tout ce système qui est construit pour faire un simulacre de démocratie au sein des établissements, mais où il y a des gens, il y a des enfants qui auraient des choses très intéressantes et envie de dire des choses, mais qui ne trouvent pas l'espace pour le dire, ne savent pas le dire, en ont peur, sont intimidés, alors qu'un des droits fondamentaux de l'enfance depuis 1989, c'est le droit à la parole. Malheureusement, il n'est pas respecté et pas toujours mis en valeur dans nos univers et dans nos établissements éducatifs.
Merci Benoît. Avant de donner la parole à notre chère Lucie, j'aimerais noter aussi le livre de Malcolm Ferdinand, hein, une écologie décoloniale. Alors, Ferdinand nous invite à aussi penser l'écologie depuis le monde caribéen et donc en ce sens-là, il fait tout à fait écho à vos propos. Merci encore Irène et Benoît. Lucie, notre chère Lucie, on t'écoute Lucie. D'abord, un très, très grand merci à vous trois. C'est vraiment absolument délicieux de vous entendre. En parlant de collègues du Sud, on a la chance d'avoir au moins, à ma connaissance, 3 collègues du Sud ou des Sud avec nous. Virginie de Haïti, Mariana du Brésil, Maria del Carmen aussi. Et donc, peut-être qu'on pourrait vous entendre et simplement, disons, émettre un souhait très vif d'accueillir un article de chacun de vous ou de vous ensemble pour la revue Éducation relative à l'environnement. Regard, recherche, réflexion, la seule revue de recherche francophone en éducation relative à l'environnement et qu'on trouve absolument sur les plateformes de diffusion web. Et on a publié 3 numéros. Gina a largement contribué, Isabelle, plusieurs personnes ici. Alors, un numéro, le volume 7, sur justement la dimension critique de l'éducation à l'environnement, le volume 8 sur la dimension éthique et le volume 9 sur la dimension politique, parce qu'on ne peut pas isoler la dimension critique, évidemment, de la dimension politique. Alors, dans le volume, justement, sur la dimension critique, bien, on a pu mettre en avant la notion de criticité ou criticality en anglais, en nous référant à ses fondateurs. Et justement, pour rejoindre ce que disait Benoît tout à l'heure, oui, il y a la rationalité critique, mais il faut absolument y associer une critique sociale radicale qui est fondée sur la préoccupation de l'autre, et l'autre au sens où en a parlé Hugues aussi tout à l'heure. Mais peut-être j'aimerais, l'autre comme nous tous, être de nature avec cette même trame de vie qui nous traverse. Alors, mais j'aurais peut-être une question à vous poser. Je ne sais pas si c'est question ou commentaire, mais en fait, on sait que le champ de l'éducation relative à l'environnement a dû quand même se confronter à l'injonction de l'éducation au développement durable qui a envahi absolument la sphère éducative intéressée par le rapport à l'environnement et au développement. Alors, et ce qui est étonnant, c'est de voir que chez les promoteurs de l'éducation au développement durable, on fait référence évidemment à l'approche critique, à la pensée critique, mais jamais on ne lit dans ces textes-là de critique du cadre de référence lui-même du développement durable. Et même, ce serait intéressant de relire, en fait, de revoir tout le cheminement historique de l'éco-pédagogie dont on a parlé aujourd'hui. L'éco-pédagogie, justement, qui trouve son âme, ses racines dans la pensée latino-américaine, mais qui, à un moment donné, a été un peu soit récupérée par le développement durable, la Charte de la Terre, entre autres, qui est arrivée après. Mais en même temps, les tenants, en fait, les grands auteurs de l'éco-pédagogie, eux aussi ont fini par intégrer l'idée de développement durable dans leur vocabulaire et dans leur discours, une espèce de cooptation. Et j'ai toujours été fascinée par ce phénomène-là.
de l'appel à la pensée critique de l'éducation au développement durable, mais à condition de ne jamais mettre à distance critique le cadre même dans lequel ça s'est construit. Et si j'en parle particulièrement aujourd'hui, c'est qu'avec l'équipe du Centraire, on est en train de produire une version mise à jour de notre stratégie québécoise d'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté. Et on se rend compte encore plus à observer tout ce qui se développe dans le champ du rapport à l'environnement, mais l'omniprésence au sein de nos gouvernements et la complaisance aussi d'un peu partout à ce cadre de référence du développement durable. Donc, je voulais peut-être soulever cette réflexion-là. Merci, chère Lucie. Comme d'habitude, en quelques mots, en quelques phrases, en quelques mots, voilà, tu campes. Tu campes. La critique, finalement, ce à quoi tu as dû faire face au cours de ces 20 années, plus de 20 années où tu as littéralement participé en grande partie à co-construire le champ de l'éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, et à partir d'une posture socio-critique tout à fait assumée. Et pas seulement critique au point de vue cognitif, mais critique au point de vue politique, social. Merci Lucie. Je suis sûre que Benoît et Irène aimeraient bien répondre à ta question ou bien commenter. Irène? Il est vrai que le développement durable, il y a un présupposé je veux dire, d'harmonie, presque, c'est un peu le meilleur des mondes chez Leibniz. Vous savez, c'est ce philosophe qui disait, là, c'est un peu la même chose, le développement durable. C'est l'harmonie, c'est cette croyance en l'harmonie entre le social, l'économique et l'environnemental. Sachant que l'économique, ne remettant pas en question le capitalisme et la croissance, et l'idée même de développement, on peut se demander s'il peut y avoir vraiment à ces conditions-là une harmonie avec l'environnement et le social. Mais il y a aussi un autre champ qui apparaît et qui, à mon avis, peut être aussi interrogé, c'est celui d'éducation à l'anthropocène, parce qu'en fait, la notion d'anthropocène, elle renvoie à l'idée d'humain. Et là aussi, en fin de compte, pour moi, c'est une idée qui est problématique parce qu'elle renvoie là encore à cette idée que, toujours dans cette question de s'interroger sur qui sont les opprimés, est-ce que ce serait l'idée que, en fait, les non-humains sont opprimés par les humains? Et alors, s'ils sont opprimés par les humains, est-ce qu'ils sont opprimés de manière générale par les humains, ou est-ce qu'ils sont opprimés, est-ce qu'il y a certains humains qui seraient plus oppresseurs que d'autres? C'est-à-dire que, par exemple, est-ce que, de nouveau, les habitants des pays du Sud qui pratiquent la paysannerie traditionnelle, etc., seraient inclus dans cette vision de l'être humain qui transforme son environnement et le dégrade au point de le mettre en danger. Parce que c'est quand même ces interrogations-là derrière, je trouve, aussi cette notion d'anthropocène. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à un moment, ça a été beaucoup de développement durable, et maintenant, je trouve qu'on a l'impression que ce qui prend la place, c'est l'anthropocène, alors que derrière, il y a aussi des interrogations. Et d'ailleurs, les mêmes qui nous parlent beaucoup des humains et des non-humains sont aussi ceux qui nous parlent beaucoup de l'anthropocène. Donc, voilà. J'ai vu le terme de capitalocène aussi. Je pense. Ouais. Non, je disais à Irène, j'ai vu dans l'article, dans le numéro de Spirale là, que vous venez de sortir, là, dans la revue Spirale numéro 70, qui s'appelle « Quelle pédagogie critique pour penser l'anthropocène ?» Certains parlent même de capitalocène, voilà, pour insister sur le poids, il y a le poids du modèle capitaliste derrière. Oui. Plantatiocène aussi. Ouais. Merci.
Non, Oui. je ne rajouterai pas grand-chose par rapport à ce qu'a dit Lucie, mais c'est vrai que on l'a vu arriver, ce modèle, historiquement, parce que moi, je venais de commencer ma thèse, cette histoire de développement durable. On a participé à des colloques dans lesquels on s'était croisé avec Lucie, où on sentait bien que tout avait déjà été décidé, que c'était, comme disait Isabelle Stengers, à l'époque, le capitalisme vert qui allait nous être vendu derrière ce terme de développement durable. C'était l'époque aussi où, je ne sais plus si vous vous souvenez, la géographe là, qui s'appelle Sylvie Brunel commençait à alerter en disant à qui profite le développement durable. Donc toutes ces interrogations-là, bien entendu, elles sont tout à fait pertinentes et il faut, comme souvent, se méfier des évidences, de ce qui paraît naturel, de ce qui est naturalisé comme, en termes conceptuels, et c'est le cas du développement durable. Merci Benoît. Merci Benoît. Je vois Mariana qui a levé la main. On va prendre le commentaire ou la question de Mariana. Et ensuite, bon, je crois qu'on va devoir conclure pour écouter la directrice du Centraire, Isabelle Oriana, faire le mot de la fin, la conclusion. Allez-y Mariana, on vous écoute. Merci Gina. Bonjour à tous, à toutes. Ça fait bien de voir Lucie, Hugues, Isabelle et tout le monde. Donc, ça fait longtemps que je ne parle pas français, je ne pratique pas le français, donc je demande un peu d'aide si il y a quelque chose que je n'ai pas réussi à dire. Mais c'est pour moi, c'est je veux seulement donner quelques mots en commentaire par rapport à un regard de quelqu'un qui habite ici au Brésil maintenant, dans ces moments très, très compliqués. Et pour moi, c'est encore étonnant voir que Paulo Freire est peut-être plus connu à l'extérieur qu'ici au Brésil. Il y a un gros mouvement contre les idées de Paulo Freire ici. C'est clair qu'il y a les gens à l'université qui travaillent, qui font de la recherche par rapport à toutes les idées de Paulo Freire, mais aussi il y a un mouvement très grand contre la pédagogie critique, la pédagogie libertaire. Et pour moi, le problème, j'ai pensé avant que c'était vraiment important d'enseigner aux élèves, aux enfants, comment on peut faire pour changer les idées d'aujourd'hui, toutes les questions anti-écologistes. Mais dans ce moment, nous sommes entre les deux, comment je peux dire ça, des moments des élections. On avait le premier moment, on va avoir le deuxième, le 30 octobre. Et je m'inquiète beaucoup. Je suis venue aujourd'hui pour avoir quelque espoir. Je sais que quand je suis ici avec vous, c'est un moment tellement beau pour moi. Et ma question, mon commentaire, c'est comment on peut changer toute une génération de gens qui sont entre 50 ans ou plus, qui sont favorables à un gouvernement, à quelqu'un qui est génocide, comment je peux dire ça, génocide qui est une personne contre tous qui a la vie et tout contre l'écologie complète, la planète. Donc, mon problème, le problème des Brésiliens aujourd'hui est toute une génération qui aussi est liée avec la religion, il y a un gros risque de voir Bolsonaro une autre fois dans le pouvoir. C'est ça. Merci Mariana. Qui mieux que vous, hein, les Brésiliens, vous pouvez justement nous amener au cœur de ce qui a été abordé tout à l'heure en parlant de nécrophilie, on pourrait dire, hein, ces forces oppressives contre la vie. Est-ce que Irène et Benoît, vous vouliez réagir aux commentaires
de Mariana, exprimé sous forme presque de désespoir même. C'est vrai que c'est un gouvernement nécrophile. Il n'y a qu'à voir ça, la gestion de la crise sanitaire. Et je trouve que là encore, on avait, je ne sais plus si Gina était là, mais on a fait une table sur les pédagogies critiques et il y a des gens qui, bon, de leur point de vue du Nord, ont commencé à dire oui, mais alors ici les gouvernements, ils nous ont obligés à nous vacciner. Et puis il y a quelqu'un du Brésil qui a dit oui, notre gouvernement, il nous disait carrément de ne pas nous vacciner et on a dû se débrouiller par nous-mêmes pour sauver nos vies. Donc c'est vrai que ça nous montre vraiment la différence de contexte et que des fois on a besoin aussi de sortir de notre contexte pour se rendre compte de la situation que vivent d'autres pays. Après, le grand espoir, je dirais, pour Mariana, c'est la force des mouvements sociaux en Amérique latine et même au Brésil. C'est-à-dire qu'il y a un dynamisme des mouvements sociaux. Il y a beaucoup de pays qui ont basculé à gauche là récemment et on peut espérer que le Brésil suive la même voie d'une dynamique qui est quand même assez globale dans le sous-continent latino-américain, alors que nous, en Europe, bon, on a plutôt aussi des partis d'extrême droite qui arrivent malheureusement au pouvoir. On a eu une récente exemple avec l'Italie. Donc voilà, moi j'ai confiance quand même dans la dynamisme, dans la force des mouvements sociaux au Brésil et y compris même si les forces réactionnaires se manifesteraient dans les urnes, je pense que dans la société civile, il y a des puissances d'utopie et révolutionnaires et transformatrices qui sont très fortes et qui ont inspiré elles-mêmes Paulo Freire dans ses idées. Merci Irène. Benoît, en réaction aux commentaires désespérants de Mariana. Oui, je suis aussi moi un peu désespéré parce que je me dis comment on en est arrivé là alors qu'on a est-ce que j'ai parfois même aussi la brutalité d'accuser les systèmes éducatifs de ne pas avoir appris aux plus jeunes à s'organiser, à se structurer et à construire des mouvements sociaux qui est de la force, et de leur faire perdre aussi parfois confiance en eux, en leur disant ben, c'est comme ça, c'est pas vous qui commandez, et puis vous devez accepter, et c'est tout. Voilà, vraiment mon rêve, c'est qu'un jour, les rapports de force s'inversent et que les mouvements sociaux dont parle Irène arrivent à avoir la reconnaissance et la légitimité qu'ils méritent dans l'intérêt de ceux qui souffrent le plus. Merci Benoît, merci infiniment Irène, Benoît. Justement, dans vos mots, Benoît, je rappelle que Paulo Freire, la pédagogie critique et les pédagogies critiques, c'est aussi une pédagogie de l'espérance. Hein, et de l'amour radical, si bien que lorsque j'ai relu Pédagogie des opprimés il y a 4 ans, à l'occasion du 50e anniversaire de la première édition en portugais, je me suis demandé comment cet homme qui célèbre, qui promeut l'espérance et l'amour radical peut avoir ressenti une telle colère. J'ai compris sa colère, j'ai ressenti moi-même la colère de Paulo Freire dans la pédagogie des opprimés. Mais voilà, il nous parle, il ressent sa colère et il nous parle quand même d'espérance et d'amour radical. Donc, je crois que d'outre-tombe, c'est ce à quoi il nous invite en fait de poursuivre nos réflexions suite à cette belle conversation avec Irène Pereira et Benoît Urgeli dans une dialectique, donc malgré les dystopies, donc de penser quand même l'utopie, notamment à travers l'éducation, et dans ce contexte de transition socio-écologique. Sans plus tarder, je vais céder la parole à la directrice actuelle du Centraire, Isabelle Orellana, pour le mot de la fin. Merci encore Irène et Benoît. Merci beaucoup Gina.
Merci beaucoup à nos deux invités spéciaux, vraiment, sincèrement, d'avoir pu nous donner un cadeau ces moments de partage, de réflexion, afin de pouvoir nous approfondir en fait cet héritage de Paulo Freire et puis sa pertinence, sa signification contemporaine face aux enjeux et à la situation actuelle. Alors, merci Gina aussi pour ton accompagnement riche, éclairé, réflexif et plein de belles pistes de réflexion et aussi d'incitation à une action responsable et engagée. Alors, écoutez, sans doute, Paulo Freire, je dirais, moi, en étant d'origine chilienne, il y a une signification très particulière aussi. Paulo Freire, lorsque, en 64, la dictature militaire a pris le pouvoir, qui a duré pendant 21 ans au Brésil, lorsqu'il a pris le pouvoir, Paulo Freire, il travaillait au ministère de l'Éducation et de la Culture, et puis il a été emprisonné pendant 70 jours, il a fallu partir à l'exil où il est demeuré pendant 20 ans. Donc, le gros de sa production qu'on connaît, il a été écrite en exil, donc notamment au Chili, où il a passé entre 1964 et 1969. Et c'est là où je dirais, d'après les écrits, c'est là où il y a la maturité politique et la profondeur idéologique de son travail, il s'est bâti. Et notamment parce qu'il a travaillé profondément engagé en région rurale, notamment en éducation des adultes, et puis plus particulièrement, en fait, il a vécu et accompagné ces moments des réformes agraires qui vivaient les Chiliens à ce moment. Donc, il y a ces œuvres, dont la pédagogie des opprimés, qui a été traduite un peu partout, et elle a été écrite justement au Chili dans plusieurs autres ouvrages. Et d'ailleurs, j'avais écrit plein de commentaires, mais j'ai fait une fausse manœuvre, puis j'ai perdu, je ne l'avais pas sauvé. Mais je me dis, en espagnol, il y a une multiplicité d'ouvrages, l'éducation qu'on pratique de la liberté, l'importance de lire et les processus de libération, lire dans l'approche freirienne, politique et éducation, la pédagogie de l'espoir, l'éducation en ville. En fait, il y a une richesse extraordinaire de livres que d'ailleurs, c'est ça ce que j'étais en train d'écrire, c'était les liens parce qu'ils sont en version intégrale sur le web. J'avais tout écrit une liste, entre autres parmi mes commentaires pour vous la partager, mais je l'ai perdu, mais je m'engage à le faire. Pour ceux qui comprennent l'espagnol, ça peut être vraiment très riche d'aller pouvoir explorer ces œuvres qui sans doute ils prennent aujourd'hui une importance particulière, je dirais, et même si la question, l'éducation relative à l'environnement comme telle n'était pas présente explicitement dans ces ouvrages, les termes écologie apparaissent quand même dans ces derniers écrits, ces préoccupations de nos rapports au monde ont toujours été présentes dans ces ouvrages, des rapports au monde, rapports à la vie. Et même Moacir Gadotti, qui est l'auteur de la pédagogie de la Terre, il considère que Paulo Freire est un des inspirateurs de l'écopédagogie. Alors, je crois qu'on pourra revisiter ses œuvres pour mieux comprendre comment, en fait, prend racine cette pensée éco-pédagogique dans les principes de la pédagogie freirienne. Et puis, bon, sans doute, il y a la question de l'amour à la vie, l'amour au monde, son humanisme profond, mais aussi sa compréhension de que cet humanisme profond ne peut pas s'épanouir si nous ne sommes pas capables d'aimer le monde. Donc, il est indissociable pour lui la question de l'amour entre nous, l'amour humain et l'amour à la vie, au monde, aux animaux, et il énumère les fleurs, les plantes, les rivières, etc. Et il y a sans doute aussi les valeurs qui traversent tout son héritage, les valeurs de solidarité, de respect, des responsabilités, y compris à l'égard de la terre. Et il le dit spécifiquement, en fait, cette question de notre responsabilité partagée par rapport à la terre, le respect à la vie des autres animaux, etc., la vie des autres êtres humains. Alors, je dirais, autre héritage important, c'est de comprendre la vie et le milieu de vie comme milieu d'apprentissage fondamental.
en fait, et puis l'idée des lectures collectives de la réalité, des problématisations, donc de dégager, d'identifier les enjeux de pouvoir, les injustices, les multiples oppressions, et bien sûr la pensée critique nécessaire pour cette lecture lucide qui nous permet de nous réapproprier, de bâtir une nouvelle lecture du monde collectivement pour mieux le saisir, pour mieux nous comprendre au sein de ces mondes aussi, et pour mieux identifier comment agir pour transformer ces mondes et nous transformer nous-mêmes. Alors, voilà, et je dirais qu'un autre élément qui me paraît pour finir, parce que je vois il est 4 heures et nous avons évidemment une réunion avec les directeurs de l'Institut des sciences de l'environnement à l'instant même, l'idée de développement d'une pratique éducative contextuellement située. Et ça me paraît aussi important à récupérer de son legs. Et voilà, ben écoutez, je voudrais remercier tous nos invités, plus particulièrement Gina et tous ceux qui ont participé à cette importante conversation qui est comme un déclencheur des conversations que suivront, je dirais, parce que ça nous laisse le goût de poursuivre. Et puis, je voudrais dire qu'au Centre, nous avons une série on est en pleine dans les journées de l'éducation relative à l'environnement en ce moment, qu'on a reconduit cette année encore une fois. Et nous avons demain une belle conférence avec Angela Barth sur l'éducation politique en ces moments justement de questionnements en lien aux questions environnementales et des développements. Donc demain à 9h30, vous pouvez les voir dans notre site web centraire.uqam.ca. Donc vous pouvez voir les détails et les liens pour accéder. Nous invitons chaleureusement à participer. Puis encore une fois, merci à tous celles et tous ceux qui ont été là et plus particulièrement à nos deux invités, puis à Gina. Merci et puis à une prochaine fois. Merci. 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 À demain. Merci. Au revoir.